Au sommet d'Essen, les 12 se prononcent pour le maintien de la Fortponu en Bosnie et lancent le financement d'un certain nombre de grands travaux, notamment le TGV Est. En coulisses, Jacques Delors continue de souffler le chaud et le froid sur sa candidature à l'Elysée. Invité de ce journal, François Bayrou, élu cet après-midi président du CDS. Le ministre de l'Éducation succède à son collègue Pierre Meignery. À Oslo, le prix Nobel de la paix a été remis à Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et Shimon Peres. En fin de journal, nous retrouverons Un petit génie, le titre du tout nouveau spectacle de Michel Boujna. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Europe ressemble de plus en plus à une délicate équation. 12 pays membres, plus 3 petits nouveaux au 1er janvier, l'Autriche, la Finlande et la Suède, plus 6 postulants venus de l'Europe de l'Est. Équation à une inconnue, Jacques Delors, qui plus que jamais entretient le mystère autour de sa candidature éventuelle à l'Elysée, plongeant dans la perplexité tous ses partenaires, d'où le surnom qui restera peut-être à ce 28e sommet européen, Délicate Essen. Sur place pour France 2, Guylaine Chenu. Quand le secrétaire général de l'Élysée s'entretient discrètement avec le directeur de cabinet de Jacques Delors, la rumeur reprend. Les coulisses de ce sommet n'auront vibré qu'au son d'une seule question. Alors Jacques Delors candidat, c'était au tour de François Mitterrand de répondre. J'ai vu plusieurs fois Jacques Delors au cours de ces dernières semaines, et encore la dernière semaine. Il ne m'a pas chargé de rapporter ce qu'il m'avait dit, mais je raisonne par rapport à l'hypothèse que vous évoquez par intuition personnelle et politique. Et je vous dirai si j'avais vu juste ou pas un peu plus tard. C'est quand même très heureux qu'il y ait une part d'inconnu. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne se pose pas la même question pour les autres. Hein? Bon, ce n'est pas le sujet. Et pourtant, c'est encore le sujet, un peu plus loin et presque en même temps. Cette fois, c'est l'intéressé lui-même qui répond et qui en profite pour s'expliquer sur son calendrier. Lorsqu'on me posait des questions sur mon avenir, je disais rendez-vous au 25 janvier. Le 25 janvier a paru vraiment très tard à ceux qui doivent, en tout état de cause, présenter un candidat. C'est pour ça que j'ai ajouté que dans l'hypothèse où je ne serai pas candidat moi-même, je le dirai avant Noël pour permettre à mes amis du Parti socialiste de se retourner et de présenter un candidat. J'en reste là. Et voilà une nouvelle petite phrase qui s'ajoute à toutes les autres et qui devrait cette fois refroidir les ardeurs de ses partisans. Plusieurs participants à ce sommet d'Essen sont repartis plutôt convaincus de la candidature de Jacques Delors à l'Elysée. L'intéressé lui-même, vous l'avez entendu, maintient un épais rideau de fumée sur sa décision et continue à souffler le chaud et le froid. Comme va nous l'expliquer l'une de nos envoyées spéciales, la Essen, Arlette Chabot, la tendance des pronostics est plutôt à la non-candidature, sauf si. Ce devrait être non. On sait que Jacques Delors n'a jamais eu envie d'être candidat pour des raisons personnelles, mais aussi pour des raisons politiques. Car il estime que même s'il était élu, en dépit du soutien de quelques personnalités du centre, il n'aurait pas de vraie majorité pour gouverner, c'est-à-dire pour faire les réformes qu'il juge indispensables. Et ce soir, le rappel de son calendrier, de la promesse faite aux socialistes, plaide plutôt en faveur du non. Néanmoins, certains croient toujours que Jacques Delors pourrait dire oui, ayant entendu l'appel de l'opinion publique et surtout les appels pressants de ses amis comme Pierre Mauroy et les encouragements de François Mitterrand. Mais il y a encore une troisième hypothèse. Il pourrait dire non, mais non aujourd'hui, mais si les circonstances changeaient, si la confusion était trop grande à droite et le désarroi trop fort à gauche, alors il pourrait reconsidérer sa position dans quelques semaines. En tout cas, on devrait en savoir plus dès demain par la bouche même de Jacques Delors, qui ne veut pas passer pour l'homme de l'indécision. Sur le fond des dossiers, les 12 ont apporté un appui sans réserve à l'action de la Fortponu dans l'ex-Yougoslavie. Les dirigeants européens ont également décidé une rallonge budgétaire pour financer un certain nombre de grands travaux, notamment en matière de transport, à commencer par le TGV Est. Enfin, l'Union européenne a précisé sa stratégie d'ouverture en direction des anciens pays satellites de l'URSS. Philippe Sassier. Regardez bien cette photo de famille, c'est probablement celle de l'Europe de demain. Il y a les 12, plus les 3 qui les rejoindront le 1er janvier prochain, plus 6 pays de l'Est. Il y a 5 ans, ils étaient les satellites de l'Union soviétique. Aujourd'hui, Helmut Kohl les accueille comme candidats à entrer en Europe. Hongrie, Pologne,
République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie étaient pour la première fois invités à assister à la dernière journée d'un sommet européen. Helmut Kohl, qui espère les voir rejoindre l'Europe vers l'an 2000, avait organisé un déjeuner de famille. Mais si tous les Européens sont aujourd'hui d'accord pour les accueillir, leur arrivée va transformer profondément l'Europe économique, agricole, financière, politique. Les discussions promettent donc d'être longues et souvent difficiles. Bref, aujourd'hui à Essen, les pays de l'Est ont reçu un billet à Open pour l'Europe. On ne sait pas quand ils y arriveront, combien ça leur coûtera, ni combien ça coûtera aux autres Européens. En tout cas, au prochain sommet à Cannes en 1995, les Européens seront 15, le président sera français, mais tout le monde quitte Essen en se posant la question, comment s'appellera-t-il ? Un fauteuil pour deux au CDS afin de remplacer Pierre Megnery à la tête de ce mouvement depuis maintenant 12 ans. Les délégués du congrès du mouvement centriste ont élu cet après-midi François Bayrou par 655 voix contre 490 à son collègue de l'équipement Bernard Bosson. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Marie-Pierre Cassignard. Chez les centristes, on aime bien les démonstrations d'amitié, même après les combats fratricides. Et avant même la proclamation officielle des résultats, François Bayrou triomphait. Il a conquis le CDS, il est désormais chef de parti. Mais comme son concurrent Bernard Bosson, jusqu'à la dernière minute, François Bayrou a dû convaincre les centristes réticents. Résultat, 55% de mandats et pour finir, la grande scène de la réconciliation. Il ne reste rien de cicatrices ou de troubles entre nous. Bonne chance à François et vive le CDS! Il y a l'euphorie des congrès, il y a surtout les choix tactiques des centristes. Changement de style, changement d'ambition. C'est peut-être la volonté de faire en sorte que le centre, dans l'ensemble de ses composants, se rassemble pour peser beaucoup plus sur la vie politique. François Bayrou l'a promis, il sera l'homme de ce grand parti centriste. Les centristes veulent donc exister. Le choix de François Bayrou, de sa notoriété, de son habileté médiatique l'indique. C'est un choix, c'est aussi un pari. Peser enfin dans la majorité, le CDS nouveau de François Bayrou y parviendra-t-il? Réponse pendant la campagne présidentielle et surtout après. François Bayrou, merci d'avoir répondu à notre invitation et que Jean-Michel Carpentier, si j'osais, je dirais désormais un seul mot d'ordre, Bosson pour gagner au présidentiel. Oui, en tout cas, ce que le Congrès a voulu dire, c'est que pendant longtemps, on a ressenti comme une discrétion, peut-être même une certaine absence du centre dans la politique française. Pourquoi? Parce qu'il est divisé en beaucoup de composantes, beaucoup de courants. Et ce que nous avons devant nous, si nous voulons que le centre existe, qu'il pèse, qu'il rassemble, c'est l'exigence de faire en sorte que tout le monde se mette à travailler ensemble. C'est le sens de mon élection. Bon, ça c'est dit. Maintenant, il y a la campagne présidentielle, c'est là qu'on va vous juger, vous, votre parti. Votre adversaire malheureux, Bernard Bosson, s'était déclaré très clairement pour la candidature d'Édouard Balladur. Tout de suite, vous ne l'avez jamais fait. Alors pourquoi? Parce que vous n'êtes pas pour soutenir Édouard Balladur, vous préférez une candidature UDF du type Raymond Barre. Pourquoi vous ne soutenez pas le Premier ministre? Parce qu'Édouard Balladur ne s'est pas présenté, parce qu'il n'est pas candidat, parce qu'il n'a pas déclaré sa candidature, parce que tout ça, n'est-ce pas une espèce de manière française de courir à aller soutenir des gens avant même qu'ils ne se présentent, à mon avis, ce n'est pas la meilleure manière de faire de la politique. Oui, mais au fond, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de soutenir le Premier ministre, quand il sera candidat, parce que le fait qu'il ne soit pas candidat, c'est un secret de polichinelle. Quand il sera candidat, quand il aura déclaré ses idées, lorsque nous l'aurons rencontré pour discuter avec lui de ce qu'il souhaite faire, alors ce jour-là, il est possible que nous le soutenions. Mais je l'ai dit, j'ai essayé de ramasser ça en une formule simple. Nous pouvons être des alliés, mais nous ne serons pas des ralliés. Vous comprenez, vous savez bien ce qui risque de se passer. C'est sur les terres du centre que va se jouer l'élection présidentielle. Sur les terres, sur les idées, sur les valeurs et auprès des électeurs qui aiment le centre. Entre Édouard Balladur et Jacques Delors, s'il est candidat. C'est là quoi votre choix ça va se jouer. Et donc il est très important, si nous voulons que le candidat de la majorité l'emporte, il est très important qu'il y ait des voix pour exprimer
les attentes et les idées du centre. Alors, nous avons décidé d'être ces voix-là. Si Jacques Delors était candidat, on ne le sait pas, mais au cas où il le serait, après tout, c'est encore possible, vous excluez totalement de le soutenir dans la campagne présidentielle, même s'il présente des idées plus sociales, plus européennes que celles d'Édouard Balladur? Vous savez bien que oui, et pour une raison simple, rien ne peut faire plus de mal au centre que l'ambiguïté, que l'idée d'être assis entre deux chaises. Alors désormais, le centre a sa chaise. Et il a tout à fait l'intention de compter, mais il n'y aura aucune ambiguïté, parce que derrière Jacques Delors, qui est quelqu'un que je respecte, derrière Jacques Delors, qui y a-t-il? Il y a M. Emmanuelli, M. Hu et M. Tapi. Et ça fait une troïka qui, vous l'avouerez, n'est pas un partenaire idéal pour le renouvellement de la politique française. Ça veut dire qu'avec vous, après l'élection présidentielle, en tout état de cause, le CDS restera un parti de droite. Vous êtes un homme de droite, au fond. Écoutez, il va falloir que vous vous habituiez. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, on pouvait dire la plupart des Français avaient dans l'esprit qu'il y avait la gauche et la droite. Eh bien, nous allons faire en sorte, en tout cas c'est ce que nous avons choisi aujourd'hui, qu'à partir de maintenant, il y ait la gauche, la droite, et entre les deux, j'espère bientôt devant eux, le centre. Merci beaucoup François Bayrou, vous êtes également ministre de l'Éducation, c'est pourquoi je vous demande de regarder avec nous le reportage qui va suivre. Il concerne les déclarations plutôt surprenantes en matière d'éducation sexuelle faites aux États-Unis par l'équivalent du ministre de la Santé qui propose ni plus ni moins l'enseignement de la masturbation à l'école. Passablement ébranlé, Bill Clinton a pris les choses en main et elle a exigé la démission de son ministre en restant sourd à ses protestations. Jean-Marc Ilouz. J'ai une petite fille de 2 ans et ce n'est pas le genre de choses que je vais lui apprendre. Si l'on veut éviter que les adolescents fassent des gosses, il ne faut pas commencer par leur apprendre la masturbation. Le docteur Joyce Elders avait déjà mis les pieds dans le plat, mais cette fois-ci, elle a dépassé les bornes. Sans être tout à fait ministre, le docteur Elders est la plus haute autorité morale en matière de santé publique aux États-Unis. Or, lors d'une conférence sur le sida, le docteur Elders, médecin pédiatre de formation, n'a pas hésité à suggérer, en réponse à une question précise sur le sujet, que, je cite, « la masturbation faisait partie des comportements sexuels humains et qu'à ce titre, elle devrait peut-être être enseignée à l'école. » Sous-entendu bien sûr, dans les programmes d'information sexuelle. Mais le mot « enseigner » a aussitôt fait scandale au Congrès, surtout chez les Républicains. C'est une attaque contre les forces de la religion et de la famille, contre l'Américain moyen. Joyce Elders, ex-directrice des services de santé de l'Arkansas et proche de Bill Clinton, était devenue la tête de turc des conservateurs après avoir évoqué l'hypothèse de la légalisation de certaines drogues. Mais cette fois-ci, Bill Clinton ne lui aura pas pardonné son nouvel écart de langage. Sale temps pour Bill Clinton. Les républicains qui ne peuvent l'attaquer sur l'économie se rattrapent sur le terrain des valeurs morales et la rapidité avec laquelle le président s'est débarrassé de Mme Elders témoigne de l'influence de cette nouvelle majorité dans l'opinion et au Congrès. D'où le dicton du jour aux États-Unis, à la Saint-Romaric, des missions homériques. Le prix Nobel de la paix 94 a été remis cet après-midi à Oslo au chef de l'OLP, Yasser Arafat, au Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et à son ministre des Affaires étrangères, Shimon Peres, cela pour leur contribution au processus de paix au Proche-Orient. Commentaire Isabelle Bechler. Les 3 artisans d'une paix fragile et encore en devenir s'apprêtent à être consacrés dans l'hôtel de ville d'Oslo par le jury du Nobel. Yasser Arafat, Shimon Peres et Yitzhak Rabin, honorés, trop tôt ou trop tard, on dit les mauvaises langues, pour le règlement du conflit israélo-palestinien. L'ordre alphabétique aura valu au leader palestinien d'être primé le premier. Dans la salle, son épouse Souha, qui venait d'annoncer une grossesse, avait ainsi plus d'un motif d'épanouissement. Puis vint la chaleureuse poignée de main du deuxième lauréat, Shimon Peres, qui par contraste fera remarquer avec quel empressement Yitzhak Rabin aura esquivé les félicitations réciproques qu'on aurait pu attendre un jour de si grand symbole. Un diplôme et une médaille d'or fin pour chacun et 4 millions de francs à se partager, voilà pour le concret, mais les perspectives d'avenir sont un enjeu bien plus considérable. Il s'agit d'encourager une paix balbutiante dont les prochains actes doivent se jouer en Palestine et en Syrie. La guerre en Bosnie à Essen, les dirigeants européens ont sommé une nouvelle fois les Serbes de Bosnie d'accepter le plan de paix défendu par les Russes et par les Occidentaux. Les 12 ont cherché, pour reprendre l'expression de François Mitterrand, à freiner le mouvement vers le départ des casques bleus.
Sur le terrain, l'heure est plutôt à la détente avec la libération par les Serbes de Bosnie de 187 casques bleus qui servaient en quelque sorte de bouclier humain pour parer à une éventuelle frappe aérienne de l'OTAN. En exclusivité pour France 2, nos envoyés spéciaux à Sarajevo, Laurent Boussier et Philippe Deslandes, ont assisté à la libération de certains de ces casques bleus. Ces casques bleus, qui gardent des chars serbes sur un site de collection d'armes lourdes, font partie des 187 soldats qui, depuis plus de 15 jours, étaient retenus contre leur gré par les Serbes de Bosnie. Nous sommes à Barré, sur les premières hauteurs des monts Igman. Là, une quarantaine de Français, pour la plupart chasseurs alpins, contrôlent une zone dans laquelle sont regroupés un grand nombre d'armes serbes. Canons de 155, canons antiaériens, chars, lance-roquettes. Depuis plus de 15 jours, ces hommes étaient totalement isolés, coupés de tout contact, à l'exception de la radio, seul moyen de communication avec l'extérieur. Eh bien, on s'est retrouvé bloqué par des mines sur le chemin, nous empêchant et de partir et de pouvoir intervenir sur les armes que l'on contrôle. Depuis ce matin, ces casques bleus ont retrouvé leur liberté de mouvement. Première visite, celle du général Gobillard, chef du secteur Sarajevo de la Fort-Pronu. Il est content de pouvoir voir ces hommes. C'est la fin d'une période de crispation qui n'est pas entièrement terminée. Et j'ai tenu, dès que j'ai pu me libérer de mes rendez-vous avec les deux parties, venir voir ces soldats qui se sont remarquablement tenus pendant 15 jours. 65 Français, 40 Russes, 82 Ukrainiens sont donc autorisés depuis ce matin à se déplacer librement. Mais pour autant, tout n'est pas débloqué. Si un convoi de 540 tonnes de vivres a pu ce soir entrer à Sarajevo, un autre convoi de 30 mètres cubes d'essence était toujours bloqué un peu avant 20 h à un checkpoint serbe dans un des faubourgs de la capitale bosniaque. Or, cette essence fait dramatiquement besoin à la Fort-Pronu qui, depuis plusieurs jours, consomme ses réserves. Si ce convoi de 30 mètres cubes d'essence n'entre pas cette nuit dans Sarajevo, demain dimanche, la Fort-Pronu ne sera plus en mesure d'assurer une partie de ses missions humanitaires. Mauvais coup pour l'aéronautique européenne. Les Américains ont en effet décidé d'interdire de vol partant de Givre l'ATR, l'avion de transport régional franco-italien. Une interdiction qui touche 9 compagnies américaines. Le commentaire de Jean-Claude Alanic. Coup dur pour l'avion franco-italien assemblé à Toulouse. En décidant de suspendre tous les vols des ATR en conditions givrantes, la Fédération de l'aviation américaine a non seulement cloué au sol 153 appareils, mais elle porte aussi un coup qui risque d'être fatal au succès commercial d'ATR auprès des compagnies américaines. C'est le crash, en octobre dernier, d'un Super ATR 72 d'American Eagle qui a déclenché la polémique. Il n'y avait eu aucun survivant parmi les 68 passagers membres de l'équipage et les premiers éléments de l'enquête avaient mis en cause un défaut de conception entraînant la formation anormale de glace sur les ailes. L'appareil serait alors devenu incontrôlable. Depuis cette catastrophe, plusieurs pilotes avaient refusé de prendre les commandes de ce type d'avion et une association de passagers avait même lancé un mot d'ordre de boycott. Pourtant, pour les responsables du consortium franco-italien, l'explication de l'accident par un problème de givrage n'est pas convaincante. Nous avons le sentiment d'une profonde injustice. Tout le monde confirme que la certification de l'ATR en conditions givrantes est une certification parfaite et qui va au-delà de la norme. En France, seules des compagnies régionales comme TAT ou Air Littoral sont équipées d'ATR et pour l'instant, la Direction générale de l'aviation civile n'envisage pas d'emboîter le pas aux Américains. Mais elle a néanmoins demandé aux pilotes de passer en atterrissage manuel en cas de risque important de formation de givre. L'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand à l'Élysée, Gilles Ménage, actuel président d'EDF, a été mis en examen hier dans l'affaire des écoutes téléphoniques, une affaire qui remonte aux années 83-86 et dans laquelle sont également soupçonnés les responsables de l'ex-cellule antiterroriste de l'Élysée. Agnès Varamian. Avec ces mises en examen, c'est la cellule antiterroriste de l'Élysée, dissoute en 1988, qui est dans le collimateur. 3 de ses anciens membres sont impliqués dans cette affaire et avec eux Christian Proutot, ancien chef de la cellule, décoré ici de la Légion d'honneur l'année dernière et qui, devant le juge d'instruction, a parlé. C'est à Gilles Ménage que nous demandions les écoutes. Gilles Ménage, actuel président d'EDF et directeur de cabinet de François Mitterrand à l'époque des faits de 1983 à 1986. Cet homme de l'ombre a-t-il donné l'ordre de placer sur écoute Edoui Plenel, journaliste au quotidien Le Monde? Surtout, à quoi ces écoutes pouvaient-elles servir?
Ce sont des procédés de police parallèle. Je voudrais insister sur leur côté dérisoire, c'est-à-dire ces hommes de l'ombre croient comme cela apporter des informations pertinentes à ceux qui leur demandent de faire cela. Bon. Et en même temps, qu'apportent-ils? Ces écoutes qui sont publiques, dont Libération a publié de longs extraits, ne me gênent aucunement. Elles ne révèlent rien sur moi. Quelles raisons ont motivé la mise sur écoute de la comédienne Carole Bouquet, du dirigeant du CDS François Froment-Meurice, ou encore de l'avocat Antoine Comte? Toutes ces procédures étaient illégales, même si Gilles Ménage affirme le contraire, expliquant que ces pratiques relevaient du secret défense. Mais selon une enquête de la commission de contrôle des écoutes, le tampon source secrète apposé sur les procès-verbaux est un faux grossier. La cellule de l'Élysée a-t-elle agi hors de tout contrôle et dans quel intérêt? C'est à ces questions que la justice doit maintenant répondre. À Tanger, au Maroc, François Besse, l'ancien complice de Jacques Messrine, a été condamné hier soir à 7 ans de prison ferme. Sur place pour France 2, Michel Fine, Jacques Gérard. Monsieur le Président, je suis en hors-la-loi depuis 24 ans. Je ne vis que sous des faux noms. Besse François n'existe plus. Devant la cour d'appel de Tanger, il a comparu aux côtés de sa compagne, Marie-Ange, et de Charlène, leur bébé de 7 mois. Depuis l'arrestation, tous ceux qui ont pu les rencontrer, policiers, magistrats, avocats, tous, nous ont dit la même chose. À force de leur parler, à force de les côtoyer, on finit par avoir de la sympathie pour eux. Je suis venu au Maroc à expliquer François Besse pour vivre une vie tranquille. J'étais recherché par toutes les polices d'Europe, je ne me sentais plus en sécurité. En France, lorsque l'on se rebelle contre l'autorité judiciaire, on devient un homme à abattre. Mais la version des faits que donne au tribunal François Besse ne cadre pas avec celle qu'il a livrée aux policiers. Lors de son arrestation, il leur a expliqué qu'il avait investi de l'argent dans un trafic de hashish entre le Maroc et l'Espagne. C'était un stratagème, affirme-t-il maintenant. J'ai fait ces déclarations pour éviter l'extradition vers la France. Pour lui, ça va, mais il ne veut pas rentrer en France. Pourquoi? Peut-être il a beaucoup de problèmes là-bas. Il ne peut pas s'en sortir d'après son opinion. Donc il veut rester ici, par n'importe quel moyen. Il veut rester ici au Maroc. Après 3 heures de délibéré, la Cour a condamné François Besse pour trafic de stupéfiants à 7 ans de prison ferme. Marie-Ange, condamnée à 45 jours de détention, sera bientôt libre. François Besse a retrouvé sa cellule de la prison de Tanger, où il est placé sous haute surveillance, car l'on se méfie. En 24 ans de cavale, il s'est évadé 8 fois. Bientôt, il comparaîtra devant le tribunal militaire de Rabat pour détention d'armes, avant une éventuelle extradition. Comme prévu, nous allons retrouver notre invité, Michel Boujna, qui est venu nous parler de son 6e spectacle, intitulé en toute simplicité « Le petit génie ». Ce n'est pas une crise de mégalomanie, mais tout simplement le petit-fils du génie d'Aladin qui propose à un homme qui se sent mal dans son époque et dans son siècle d'exaucer ses vœux. Celui-ci va donc voyager dans l'histoire et dans l'espace, par exemple tenter de persuader les parents d'Hitler de ne pas faire d'enfants, ou encore dissuader Christophe Colomb de découvrir l'Amérique. Dans cet extrait tourné à Nice, le héros explique aux juges qui s'apprêtent à condamner Galilée l'intérêt des futures découvertes scientifiques, par exemple la photographie. Et la photographie, c'est une chose magnifique, la photographie. On va se mettre comme ça devant une boîte noire et ça va capturer notre image. Alors là, j'ai rien compris. Hein. Le don d'ubiquité. Le don d'ubiquité, le malin était présent dans cette maison. Oui, mais comment ça marche, ça capturer l'image? Ben voilà, c'est que, si vous voulez, ben c'est comme si vous pouviez capturer le reflet de votre visage quand vous regardez dans un ruisseau. Bien sûr! Je tiens à préciser que je serai mouillé, hein? Alors, il faudrait des bouteilles, on en prendrait des bouteilles, tiens, voilà mon visage. Et pour ma cousine Simone, il faudrait un tonneau, parce qu'elle est énorme, hein? Michel Boujna, bonsoir. Vous êtes à l'Olympia à partir de mardi. Pour reprendre votre propre expression, ce spectacle, c'est un conte où tout est mal qui finit bien. Oui, oui, parce que je suis parti d'un sentiment comme ça, parfois que je ressentais moi-même et parfois que j'entendais autour de moi, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé vivre à une autre époque, qu'est-ce que cette époque est horrible, on n'a plus de rêves, on sait plus, il n'y a plus d'idéal à défendre, il n'y a plus rien, plus de combat à mener. Je suis parti de là et j'ai voulu vérifier si c'était vrai. Si on aurait été heureux à une autre époque. Et en voyageant dans le temps, je me suis rendu compte que nous, on connaît le futur, si on voyage dans le temps. Et à ce moment-là, j'ai décidé de vouloir changer le monde, comme un Candide. Mais c'est impossible de changer le monde. L'occasion aussi peut-être de plaider contre l'intolérance et le fanatisme.
Complètement, parce que... qui sont éternels, malheureusement. Ça bouge pas, ça bouge pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il tombe chez Galilée et il se confronte à l'Inquisition, et beaucoup plus tard, dans le spectacle, quand il décide de changer de religion, et qu'il devient musulman, parce qu'à un moment donné, il se dit que c'est pas les époques qui vont pas, c'est sa religion qui va pas. Alors il décide de devenir musulman. Et quand il devient musulman, il se heurte aussi, non pas à l'intolérance de l'islam, mais à la folie de certains fanatiques dans l'islam, parce qu'il n'y a rien à voir avec l'islam. Et il va beaucoup plus loin, il rentre dans des sectes, il rentre dans une secte qui s'appelle les Nouveaux Enfants de Dieu. Il arrive chez les gens, et il leur dit, écoutez, regardez-moi, monsieur Mazur, oui, je fais que ça. Écoutez la nouvelle parole des enfants de Dieu, laissez-vous guider. Sentez-vous l'allégresse dans ce journal? Sentez-vous la joie? Beaucoup. Oui, mais justement, la nouvelle parole des enfants de Dieu va vous guérir de la luxure et de la souillure. Oui. Chantez avec moi, monsieur Mazur. Oui. Et Dieu nous a sauvés. Non, je ne chanterai pas. Oui, mais on nous annonce déjà de la pluie, c'est pas la peine de rajouter. Mais parce que vous ne pouvez pas rentrer dans une secte. Oui. Mais si vous voyez le public, parfois, il chante. Ça me paraît fou. Et c'est intéressant pour moi d'aller au fond de toutes les choses qui traînent autour, là, le fanatisme, les sectes, l'idée qu'aujourd'hui on n'a plus d'idéal, le sentiment par moment qu'on ne sert à rien, de rire avec tout ça et de bien finir. Ce besoin d'être seul en scène, c'est un besoin de se mettre en danger, comme on dit, que c'est plus facile de faire un spectacle avec des partenaires, avec des décors, avec de la musique. Si vous voulez, quand j'ai voulu écrire mon premier spectacle, je ne pensais pas jouer seul. Il n'y avait pas d'acteur pour jouer avec moi à ce moment-là. Alors j'ai joué seul, et ça m'a plu, et j'ai continué. Mais c'est vrai que dans les années à venir, j'aimerais bien écrire des pièces avec d'autres acteurs. Mais c'est tellement bon. Vous savez, c'est fou quand même, parce que tout seul, on peut tout faire. C'est comme un gosse tout seul dans sa chambre. Avec un bout de chiffon, il peut tout faire. Il peut tout inventer, il peut tout changer. Et c'est ça qui me plaît, c'est de faire naître de rien tout. C'est ça le pouvoir du théâtre par rapport au cinéma ou à la télé, par exemple. C'est son pouvoir d'évocation. Dans le Cid, nous partîmes 500, etc., vous l'avez jamais vu la bataille? Non. On vous l'a toujours raconté. C'est des petits budgets. Oui, exactement. Et c'est ça qui est beau au théâtre. C'est qu'on peut vous raconter la plus grande bataille du monde, vous la verrez jamais, et vous la verrez si elle est bien racontée. C'est pour ça que j'aime le théâtre. Merci beaucoup, Michel Boujna. Donc, vous êtes à l'Olympia à partir de mardi, c'est cela. Vous ne nous quittez pas parce que je voudrais vous donner un certain nombre d'informations. Dans notre grande série, on vit une époque formidable. 3 informations pour être précis et pour nourrir votre réflexion du week-end. Tout d'abord, la création en Autriche d'une piste de ski de fond pour nudistes, cela à 1700 mètres d'altitude. En Moselle, un appelé a fait preuve de discipline, pour ne pas dire plus, son lieutenant pour le punir d'une simple mauvaise manipulation de son arme, lui ayant donné l'ordre d'aller se taper la tête contre un arbre. Eh bien, il l'a fait et il a été transporté à l'hôpital dans un état jugé sérieux. C'est tout à fait sérieux cette information. Dernière information, à New York, toujours aussi sérieuse. Après de nombreuses plaintes, un magasin de vêtements a finalement retiré de sa vitrine une crèche dont la Vierge Marie était vêtue comme Madonna d'un soutien-gorge à balconnet. Dans quelques minutes, l'émission Éclat de rire, précisément, puis les enfants de la télé, et puis vers minuit et quart, le dernier journal en compagnie de Catherine Sellac. Je vous rappelle que c'est Ségolène Royal qui sera demain midi l'invité de l'heure de vérité sur France 2. Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet qui a toujours de sérieux problèmes de traite. À demain, 13h et 20h. Excellente soirée, merci.